Bonjour à tous, la communauté des émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle intervention en direct, intervention dans laquelle nous allons aborder le fait d'être manager et hypersensible au potentiel, l'un ou l'autre, ou les 2. Et c'est pas toujours évident, vous le savez, d'occuper sa place avec authenticité quand effectivement, on a une équipe à manager, quand on est concerné effectivement par ce fameux haut potentiel. On a parfois l'impression en tant que manager qu'on ne peut pas s'exprimer de façon authentique du moins et encore moins d'être soi-même parce que certains d'entre nous avons cette sensation que nous allons augmenter à terme certains risques, le risque d'être vu comme nous sommes, de ne pas être adéquat. Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que au plus on va se suradapter, eh bien, le risque du burn-out va s'accroître. Alors, à l'heure de construire aussi notre propre équipe ou bien de reprendre en main une équipe dans une entreprise, peuvent effectivement se retrouver les difficultés à communiquer, à se faire comprendre, par exemple. Alors, la question, c'est ben, comment dépasser ses peurs et être soi en tant que manager, parce que vous savez que je privilégie toujours cette possibilité d'être soi et de manière authentique, parce que oui, on peut parler aussi de ses émotions, on peut aussi montrer en tant qu'hypersensible sa vulnérabilité, sans craindre de se faire avoir en entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Karine Deville, avec qui nous allons aborder cette thématique. Karine, pour pouvoir situer dans le contexte, j'aimerais que tu nous expliques brièvement qui tu es et pourquoi tu travailles cette thématique du leadership et en quoi justement bah, le haut potentiel et la haute sensibilité sont des sujets que tu connais. Ok, Et, voilà. donc, donc voilà, moi je suis Karine. Je me dis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne justement des managers, des chefs d'entreprise à faire cliquer les pièces du puzzle de son équipe parce qu'ils me disent souvent, je pense que j'ai toutes les pièces, mais je ne sais pas dans quel ordre les mettre, etc. Et donc c'est comment faire cliquer ces pièces-là parce que souvent vous avez justement les pièces, mais elles ne cliquent pas toujours super bien. C'est de voir, ok, où est-ce que ça ne clique pas bien et qu'est-ce qu'on pourrait justement adapter. Et donc voilà. Donc ça, pourquoi est-ce que je suis arrivée justement à ça? Parce que moi j'ai grandi dans une famille où il devait y avoir un perdant et un gagnant. Donc on Mm. était dans du rapport de force permanent. Et donc et là alors, au fur et à mesure, sûrement je ne l'ai pas découvert directement, mais c'est quelque chose qui m'a tout le temps gênée. Je cherchais autre chose et pourtant, moi, je reproduisais également ce rapport de force-là, un perdant et gagnant. Mais d'un autre côté, ça me rendait tellement malheureuse que je voulais autre chose. Et donc d'abord, je l'ai développé pour moi. Et comme j'adore travailler, je dirais, je ne me vois pas rester chez moi en tous les cas. J'ai développé finalement cette méthodologie-là également pour l'entreprise parce que je me suis dit, mais moi, je viens du monde de la PME, j'ai été en grande entreprise après et je voyais que en grande entreprise, on aidait sur ces questions de leadership, etc., mais pas en PME. Alors voilà, même si il y a de rapports de force partout, je dirais, mais c'est comment faire pour qu'on puisse être gagnant-gagnant. Et donc, la thématique, pourquoi de DHP? Parce que j'attire principalement ça, je vois plutôt l'hypersensibilité, en tous les cas, dans mes accompagnements. Et certaines personnes, des fois, me disent, mais tu sais, je ne le dis pas, mais je suis HP, etc. Et je dis, OK, c'est pour moi une différence, mais ça n'en fait pas quelque chose qui est ingérable, etc. Et justement, il y a énormément de choses à aller chercher et de pouvoir, et comme tu disais, être authentique, mais en ayant une manière de le faire, quoi, finalement. C'est ça. Et donc, c'est ça, finalement, vers quoi je vais avec eux. Et donc, merci pour cette présentation. Donc, quand tu parles de manager, on peut aussi bien parler d'un dirigeant d'entreprise, d'une petite structure, tout comme on peut aussi parler de quelqu'un qui chapeaute une équipe au sein d'une entreprise. Et qui donc, lui, ne va pas nécessairement choisir son équipe, alors que le Exact. dirigeant d'entreprise va la choisir. On est bien d'accord. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu rencontres face à ces managers, dirigeants, ces personnes concernées? Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté principale quand tu les as face à toi? Qu'est-ce qu'ils te racontent?
Ils me racontent surtout que ils en ont finalement des fois, souvent ras-le-bol de l'humain, quoi. Et pourtant, c'est des choses qu'ils aiment, mais ils comprennent pas comment l'autre fonctionne. C'est surtout ça. Et donc, c'est beaucoup de je ne sais que faire. Ce que je rencontre aussi, c'est pas mal de gens, mais est-ce que je suis un bon manager ou une bonne manager? Et ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant finalement chez eux parce qu'ils me disent, mais finalement, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est bien le métier que j'ai envie de faire? Et donc, on va revisiter justement ces choses-là. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un bon manager? Et qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce que ça existe des mauvais managers ou c'est plutôt des managers qui sont principalement maladroits? Et donc, c'est principalement ça. C'est les premières choses, en tous les cas, que moi, je peux voir, ce sont ces choses-là. Oui. Mhm, mhm. C'est intéressant. Et donc, dans ce que j'entends, est-ce que alors, le mot qui me vient, c'est, parce qu'on en parle souvent dans notre communauté, c'est le syndrome de l'imposteur. Oui. Est-ce que ce syndrome de l'impresseur, l'impresseur, non. Ça fait partie du direct, hein, mais le syndrome de l'imposteur, est-il quelque chose que tu repères plus particulièrement chez les managers Alors, j'aime ou pas? bien la terminologie que tu as donnée pendant le congrès, qui était le sentiment d'imposture. Ouais. Et donc, ça, oui, à certains moments donnés, ils se disent, mais finalement, j'ai peut-être pas les compétences pour. Je n'ai peut-être pas la légitimité pour non plus. Parce que ce qu'ils me disent régulièrement, c'est oui, mais Karine, j'ai pas fait les études pour ça. Et d'un autre côté, il n'y a pas d'études pour ça. Même quand on fait une grande école de commerce, qu'on nous apprend le management, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne comprend pas les mécanismes humains. On ne peut pas les comprendre puisqu'on nous apprend des outils. Et donc, c'est ça aussi que moi, je vais assez bien à contre-courant, c'est-à-dire que je leur dis, mais ce n'est pas l'outil qui va t'aider, c'est la manière d'être finalement avec l'autre. Et qu'après, tu vas pouvoir utiliser un outil, tu vas mieux le comprendre, justement, l'outil, et te dire, mais dans telle situation, je vais l'utiliser, mais pas dans une autre, parce que tu auras toute une manière d'être qui va évoluer. Et donc, on ne va pas non plus aller sur un faux self, absolument pas. Mais par contre, pour des personnes, j'avais par exemple une de mes clientes qui me disait, tu sais, j'aimerais bien ne plus être impulsive. Mais je dis, ta spontanéité, je ne vais pas pouvoir te l'enlever puisque ce ne sera plus toi. Je dis donc, il n'en est pas question. Mais par contre, on va aller revisiter finalement ce mot d'impulsivité. Je dis la spontanéité. Et donc, c'est aussi quand tu as des motifs d'insatisfaction, il y a une manière de le dire qui est totalement authentique. Par contre, oui, elle va sûrement être moins heurtante que ce que tu as l'habitude de faire parce que ça sort comme tu le penses. Et ça, c'est une des particularités, moi, je trouve, dans cette communauté-ci, en tous les cas, c'est ça, c'est que ça sort comme ça vient. Mais c'est possible, justement, que ça sorte d'une autre manière, et cette autre manière peut être alors audible par l'autre, en tous les cas. Voilà. Et alors, et aussi, ça peut être audible par nous également. Oui. Oui. Voilà. Mais ce qui me touche dans ce que tu partages, c'est une fois de plus cette qualité d'être dont tu lui parles, hein, Oui. enfin, moi qui me tient à cœur, puisque l'intelligence émotionnelle, c'est ça dont on parle, et pour moi, l'intelligence du leadership. Et donc, tu parles de manière d'être. Qu'est-ce que tu nous dirais de cette manière d'être? Qu'est-ce qu'elle comprend, cette manière d'être en tant que manager? Déjà, pour moi, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais pour moi, c'est d'abord d'arriver à se comprendre soi-même dans sa manière de fonctionner. Et donc, c'est quel être est-ce que je suis? C'est pas ce que j'ai comme barrette et tout ça sur l'épaulette, etc., quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comment mon mode de fonctionnement. Moi, par exemple, je l'ai appris sur le tas, justement, au niveau du HP, et j'ai mieux accepté, finalement, le fait que je vivais en arborescence. Ah, ok. C'est normal, quoi. Ah, je ne suis pas anormal. Non, c'est normal. Et donc, chacun va aller comprendre finalement comment il fonctionne. Et donc, cette manière d'être, je vais pouvoir l'expliquer à l'autre. Alors, je ne vais pas l'expliquer de façon frontale, mais dans les conversations, je peux mettre, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est d'être ponctuel, parce que pour moi, peut-être, c'est ordonné d'être important, etc. Ou alors, tu sais, moi, au début, quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin d'imiter énormément, j'ai besoin de voir beaucoup
beaucoup de cas différents, etc. Parce que je fonctionne en arborescence. Mais peut-être que c'est bien après que je vais lui dire que je fonctionne en arborescence. Parce que la personne en face, elle va dire, c'est quoi ça en arborescence, quoi? Et donc, ça devient déjà peut-être trop complexe. Donc, je reste avec des choses hyper terre à terre pour expliquer à l'autre, finalement, ben, comment je fonctionne. Mais comment je fonctionne dans les interactions que l'on a ensemble. Et donc, tu parlais également d'intelligence émotionnelle. Et pour moi, ça, c'est au cœur de mon accompagnement, c'est OK, mais fais parler tes émotions. OK, souvent on fait vivre les émotions aux autres et d'abord on se les fait vivre à soi, ce qui est assez souffrant. Mais par contre, c'est OK, mais je vais parler avec mes émotions. Je vais dire, ben, tu vois, dans ce cas-ci, ben, je suis assez triste de ce qui se passe. OK, je peux le formuler, quoi, finalement. Et donc, ça, c'est important aussi de pouvoir le faire. Et puis, ce que je mets aussi dans cette intelligence émotionnelle, c'est se dire, OK, mais l'émotion, elle a un message. Et donc, et ça aussi, c'est pour moi, à l'heure de cette intelligence émotionnelle, c'est de dire, mais quel message est-ce que cette tristesse a donné? Est-ce que tu as peut-être à lâcher quelque chose, à lâcher un idéal, à abandonner quelque chose, etc. Mais qu'est-ce que ce serait finalement? Ah, c'est peut-être l'idéal d'être le super manager, sauveur de tout le monde, la superwoman ou le super Zorro, etc. Quoi. Oui, j'ai ça, et c'est pour ça que je suis souvent triste de l'attitude des autres. Ah, ok, mais c'est autre chose que de dire, ben oui, quand je vois comment il me répond, etc., je suis quand même vachement triste, mais non, c'est quelque chose qui m'est intérieur, quoi, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de revisiter le monde par rapport à ça. Parce que ce qu'on dit aussi pas mal, c'est que au niveau des HP, c'est cette interprétation finalement qui est très rapide, mais alors on part directement dans les jugements et que ben, le jugement, on porte une valeur à une personne, à ce qu'elle fait en tous les cas. Est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse? Mais en vérité, c'est juste sa manière aussi de fonctionner. Et donc, c'est comment je réagis également dans ma manière d'être avec cette autre manière de fonctionner. Les normaux pensants ne sont pas mieux ou moins bien, etc. Quoi. Il n'y a pas à les catégoriser, comme nous, on n'aime pas nous catégoriser non plus. Et donc, c'est ça aussi, c'est de dire, c'est une différence, mais je n'en fais pas une divergence. Très, très intéressant ta façon d'amener les choses. Et je trouve, alors je rebondis à plusieurs notes que j'ai prises, mais Oui, hein, tu parles de jugement aussi, d'action. À titre personnel, ce que j'ai pu constater aussi, c'est avec mon côté au potentiel, j'ai besoin d'aller très très vite. oui. Et je ne sais pas si tu as pu rencontrer ça, mais je sais que chez moi, c'est un piège. Donc, je viens en mode solution. Alors que ce serait peut-être intéressant de prendre un petit peu de recul. Je te vois sourire. Qu'est-ce que tu as envie de dire Oui, par rapport totalement, à parce ça? que je le rencontre à chaque fois. À chaque fois, je lui dis, mais tu sais, nous, managers, déjà, je mets le focus là-dessus, on est déjà en mode solution. On veut avancer, on a des projets, etc. Donc, voilà. Mais par contre, ce que je leur dis, tu as tort d'avoir raison trop vite. Pourquoi? Parce que le groupe et ton équipe avancent toujours à la vitesse du plus lent. C'est une constatation dans la dynamique de groupe. Le groupe va toujours avancer à la vitesse du plus lent. Donc, des fois, ce sera toi le plus lent, parce que ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on a fait tous les embranchements qu'on voulait faire. Et donc, des fois, on va vite dans la tête, mais des fois, on ne va pas super vite à cette mise en action. Des fois, il y a un décalage comme ça. Et donc, quand on dit, moi j'ai une de mes clientes qui me dit, oui, tu sais très bien que ça va vite. Et en même temps, ça va lentement. Et qu'elle me faisait tout. Parce qu'elle a fait tout le processus justement de cette découverte de HP. Et donc, OK, je dis, mais et c'est de pouvoir, je ne sais plus où est ta question finalement. Et donc, oui, tu vas très vite, etc. Et donc, oui, c'est ça, c'est que je le rencontre tout le temps. Et donc, ici, je leur dis, OK, mais si tu as ton équipe, c'est plus pour que toi, tu trouves toutes les solutions. C'est ça le but. Et donc, c'est faire travailler l'intelligence collective et donc de dire, mais arrête de porter tout sur tes épaules, ça te fait une charge mentale de Dieu le Père, ça te remet une charge de travail pas possible, fais travailler ton équipe. Et donc, en réunion, eh ben, voilà, tu peux demander à ce que, au fur et à mesure que quelqu'un d'autre anime, etc., quoi. Et de poser des questions. Moi, avec mon équipe, ce que je fais, je vais commencer une émission sur LinkedIn et je dis, voilà, cherche un nom. On fait un brainstorm. Mais de prime abord, je me suis dit, oui, il faudrait que je trouve et que je leur présente, etc. Non. Et plein de choses comme ça où je me pose des questions, je dis, ben, je vais le demander à mon équipe.
Et eux, ils sont super contents. Donc, il y avait juste ça. Il y avait l'autre chose, c'est que tu vas te mettre en mode écoute, je fais maintenant. Et ça, c'est super compliqué pour nous de se taire et de se dire, OK, je suis concentrée sur l'autre. J'arrête de faire tourner mon petit hamster dans le truc. Alors, je peux le faire tourner, mais je note alors. Je prends une voie de traverse. Et donc, je leur invite, note alors. Comme ça peut c'est comme Dumbledore avec quand il met dans la pancine. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, j'aimerais tellement ça pour moi, dans une pancine, mes pensées, etc. Et donc, il y a cet autre-là. Et donc, pour moi, l'aspect allez, comment j'appelle ça, d'écouter, c'est savoir se taire. Et ça, quand je fais un exercice, savoir se taire, ils me disent, mais Karine, je ne savais pas que je ne savais pas me taire. Oui, je rigole parce que ça me parle, tu vois, mais oui, oui. Et de deux aussi, je leur dis, mais maintenant, tu vas devenir le champion des questions. Mais tu vas arrêter de proposer des solutions. Alors, des fois, oui, parce que l'équipe n'est pas mature et tout ça, mais au fur et à mesure qu'on veut qu'elle monte en maturité, il va falloir que tu poses des questions. Comment tu ferais, toi? En quoi est-ce que je peux t'aider, etc. Mais toujours en restant dans son rôle de manager, en ne voulant pas faire son sauveur. Et donc, c'est ça. Et alors, au fur et à mesure, tu vas reformuler et tu vas voir. Et c'est ça aussi, ils me disent, waouh, quoi. Il y a des choses, je ne pensais même pas qu'ils pensaient ça. Ben oui, parce que nous aussi, comme on interprète beaucoup, ils pensent que, à mon avis, ils devraient faire ça. Et à mon avis, ils s'imaginent cela et tout ça. Mais dis, tant que tu n'as pas vérifié, ça reste dans ta tête. Oui, bien sûr. Et c'est une charge mentale énorme. Voilà. Mais c'est intéressant, ça me fait sourire parce que moi, je dis toujours que depuis que j'ai fait ma formation coaching, qui date maintenant de pas mal d'années, ça m'a vraiment permis, à titre personnel, et donc aujourd'hui avec mon équipe, d'être dans cette écoute-là, et se taire effectivement et pas venir tout de suite avec la solution. Ça, je pense que c'est effectivement une chouette piste, en tout cas une première piste à transmettre aux personnes qui nous écoutent. Et puis, j'ai aussi envie de rebondir sur la motivation, ce dont moi, je me rends compte à titre personnel, puisque maintenant, j'ai une équipe et que ça n'a pas été facile. Donc, l'interview m'intéresse pour moi aussi et j'apprends toujours de me rendre compte combien quand on leur dit ce qu'il faut faire, plutôt qu'aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est d'exprimer mon besoin, non pas d'un point de vue opérationnel, parce que si j'engage des gens et que j'engage bien, on peut partir du principe que ce sont des personnes qui sont capables de prendre en charge les responsabilités que je leur délègue, et donc je n'ai pas à leur dire comment faire. Et donc j'essaye d'exprimer en termes de besoin ce qui est important pour moi. Et tu touches quelque chose de fort, c'est la responsabilité. Combien de fois est-ce que d'abord il me parle de tâches? Mais je dis, les gens ne viennent pas pour faire des tâches, ils viennent pour assumer des responsabilités. Pourquoi? Parce que dans les leviers de la motivation, on a de se sentir compétent, d'avoir une zone d'autonomie. Et le troisième pilier, c'est de pouvoir faire partie d'un groupe, de se sentir utile pour le groupe, se sentir intégré. Et donc, quand tu mets ton besoin, tu peux permettre justement de toucher les différents piliers, et chacun finalement est plus sensible sur un pilier qu'un autre, et suivant son moment de vie également. Et donc, tout ça va être très important justement de pouvoir dire, moi ce que j'ai fait aussi quand j'ai engagé mon assistant, je lui ai dit, voilà, à terme, j'aimerais bien que tu prennes ces responsabilités-là de A à Z et que je ne doive plus m'en occuper. Et donc là, j'ai mis le besoin, et puis alors on travaille ensemble pour voir comment ça peut se mettre, puisqu'on travaille, il y a d'abord toute une mise une montée en compétences, quoi, finalement, rien que déjà la spécificité de mon business. Et c'est important aussi de pouvoir respecter le rythme de la personne qu'on a face à soi. Cette montée en compétences, ça questionne plein de choses. Ça questionne le recrutement, ça questionne la question de savoir où est la personne et comment on peut se positionner, nous, face à cette personne-là, en fait. Ça demande effectivement de l'apprentissage. Qu'est-ce que je voulais… il y a plein de questions qui viennent, mais on parle de responsabiliser, on parle donc effectivement du risque de plonger dans le sauveur. Oui. Ce que je trouve intéressant pour revenir à ce qu'on a abordé tout à l'heure au niveau émotionnel, quand tu parles d'exprimer ses émotions, est-ce que c'est exprimer ses émotions en tant que manager? Est-ce que c'est laisser la personne en face de nous exprimer ses émotions? Est-ce que c'est les deux?
comment tu vois les choses? Pour moi, c'est les deux. Je veux dire, déjà, rien qu'en montrant mes émotions, en les exprimant d'une certaine manière, naturellement, je ne vais peut-être pas aller dire, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent, mais j'en ai certains comme ça que j'ai déjà lus qui me disent, mais Karine, je l'ai déjà fait. Exprimer mon émotion et tout ça, et ça m'est revenu dans la figure. Mais je dis, il y a différentes manières. J'ai par exemple une de mes clientes, elle a eu un entretien avec une de ses collaboratrices parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas suffisamment d'engagement, etc. Mais elle me dit, je ne vais pas aborder ça de cette manière-là. Non, tu n'es pas obligé d'aborder de façon frontale. On peut faire le bilan aussi, puisqu'il y avait X mois et tout ça. Tu peux trouver également une autre manière pour que ce soit plus audible également pour l'autre, quoi. Et donc, voilà. Et donc, ici, elle me disait au début, ah, mais j'ai très peur qu'elle le prenne mal, etc., quoi. Alors, au lieu de partir dans des justificatifs et de dire, oh, tu sais, ben, je dis, tu vas lui dire. Ouais. Et donc, exprime ton émotion. Et donc, tu sais, voilà, je suis en train d'apprendre à comment formuler les choses différemment. Et je pense que je vais être peut-être des fois un peu maladroite encore dans ce que je vais dire. Et que c'est vrai que ben, je crains un peu finalement que des fois, que ça crispe la conversation. Ben voilà, j'exprime mon émotion. J'ai pas eu besoin de dire, ah, mais tu sais, j'ai peur de te le dire. Mais des fois, ça va être le cas. Ça va être le cas, je vais arriver, mais tu sais, j'ai quelque chose de difficile quand même à parler avec toi, mais c'est vrai que j'ai certaines craintes que tu te mettes en colère. Et donc, ça, c'est toutes des techniques contre-intuitives aussi, parce que qu'est-ce qui va se passer chez la personne? C'est audible pour la personne, elle se sent écoutée, elle se dit, non, d'une pipe, elle me connaît quand même, etc., ou elle essaye de me connaître, et les gens aiment aider quand même les autres. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, la colère, soit ne se met pas du tout, soit est très tempérée. Et donc, il y a une manière de le faire. Et donc, c'est vrai que par contre, il y a aussi certains mots dans les émotions qu'on évite parce que des fois, ça a une connotation de jugement. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'alors, moi, je reste beaucoup plus avec avec les émotions de base. Parce que, par exemple, je suis déçue, ben, il y a de la tristesse, mais il y a aussi peut-être de la colère ou peut-être une forme de honte, de culpabilité, etc. Et donc, il faut faire des fois attention avec certains mots que l'on utilise et de dire, voilà quoi, et puis, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Donc, Les pop-up, hein, la oui, communauté connaît bien cet aspect-là des choses. Et par contre, ce que je trouve assez aussi interpellant, c'est quand on a face à nous quelqu'un qui vient avec le côté émotionnel. En tout cas, chez moi, il y a de la place pour ça. Je trouve que c'est important et j'apprécie justement la confiance qui m'est témoignée quand quelqu'un vient avec de l'émotionnel. Par contre, c'est jusqu'où parce que là, quelque chose qui, en ce qui me concerne, est très clair, c'est je ne suis ni la thérapeute, ni la coach des personnes de mon équipe, ni même de mon entourage. Ça, c'est très clair chez moi. Mais tu peux vite te laisser envahir, surtout si tu as ce côté sauveur, que tu es dans l'empathie, que tu es hypersensible. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner pour trouver cette limite, cette frontière? Alors, j'en ai deux de conseils. Okay. Le premier, c'est d'être clair sur, et tu le fais finalement, c'est ce que tu dis là, c'est d'être au clair sur c'est quoi mon périmètre, c'est quoi mon jardin et c'est quoi ce qui est en dehors de mon jardin. Et donc, ça, je suis très claire avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire de dire, OK, mais tu es responsable de quoi, toi? Et il va falloir que tu définisses tes responsabilités, parce que tu les définis pour les autres, mais tes responsabilités, c'est quoi? C'est quoi ton périmètre de jeu et c'est quoi ce qui est en dehors? Et donc, c'est ce que tu dis. Je m'interdis je ne veux pas être la coach, et bien, c'est pas dans mes responsabilités d'être la coach. Et bien, c'est OK. Et donc, c'est déjà, un, c'est ça. Et de deux, c'est de voir, OK, mais quelqu'un vient avec et dépose ses trucs, c'est son émotion. Est-ce qu'il m'a demandé quelque chose? Oui. Et donc, c'est la question, c'est est-ce que la personne, elle t'a demandé quelque chose? Est-ce que tu pourrais lui dire, qu'est-ce que tu attends de moi en me disant ça? Est-ce que tu cherches? Et donc, quand elle va me dire après ce qu'elle attend de moi, je peux aller revoir, est-ce que c'est dans mes responsabilités ou pas? Si je lui dis, tu sais, là, par contre, ça sort du cadre professionnel, des responsabilités que moi j'assume dans cette entreprise-là. C'est pas que je suis au-dessus, je suis un des maillons du système 3D. Et donc, dans ce maillon-là,
mais je ne suis pas cette personne-là. Par contre, ce que je peux peut-être te conseiller, c'est d'aller voir telle ou telle personne. Et puis, c'est de finir en quoi ça t'a aidé, ce que je viens de te dire. Oui. Clac, et je vois alors qu'est-ce qu'elle a gardé finalement. Et voilà, et de lui dire, voilà moi ce que je peux t'offrir. Je peux t'offrir de l'écoute, je peux t'offrir, voilà quoi, de donner une ou deux pistes, mais par contre de te suivre au quotidien pour pouvoir développer une confiance en soi, par exemple une estime de soi ou des choses comme ça. Là par contre, je ne sais pas dans le cadre, en tous les cas, de mes fonctions dans l'entreprise. C'est important d'être clair avec ça et pas forcément évident Non. de trouver cette juste limite. Moi, je me suis cassé plusieurs fois les dents sur cet aspect-là des choses parce que forcément, je suis dans l'accompagnement, donc le côté sauveur est quelque chose que je travaille depuis longtemps, à m'aider. Et parfois, c'est juste, non, hop, faire marche arrière, ça n'est pas à moi de le faire parce que ça va vraiment biaiser la relation et ça, c'est pas top du tout. Mais c'est surtout que tu rentres dans le triangle dramatique, c'est-à-dire qu'après, ben, la personne, elle peut te montrer du doigt en t'accusant d'être persécuteur. Et puis alors, c'est toi, alors tu te retrouves victime du truc. Et donc voilà, et donc c'est déjà se protéger soi et protéger l'autre finalement, c'est ça quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a une notion que je repère assez souvent aussi chez les hauts potentiels de manière générale et probablement dans les fonctions de management, c'est le besoin de contrôler ce que tu as pu avoir des expériences avec des managers qui ont besoin d'avoir le contrôle et qui ont du mal à déléguer justement. Oui. Oui, tout à fait. Et donc là, par contre, je rentre dans le cycle de l'autonomie et je leur explique. C'est-à-dire que il y en a certains qui sont contre, mais moi je dis délégation. Dans la délégation, il y a du contrôle, mais pas le contrôle comme on l'entend d'habitude, d'aller faire d'aller vérifier des trucs, etc. Quoi. C'est pas ça. C'est que je dois suivre de toute façon, voir si la personne elle est toujours bien sur le bon chemin qu'on s'était défini, et que s'il y a des changements, est-ce qu'elle a suivi ces changements, etc. C'est un échange, quoi, finalement. Et donc il y en a certains, oui, ils ont difficile justement de déléguer, je dirais, mais moi j'appelle plus ça la délégation, j'appelle ça la collaboration. On ne délègue pas, on commence à collaborer, ce qui est différent. Pourquoi? Parce que quand je commence à collaborer, je suis dans une autre dynamique. Et donc, quand je collabore, il y a toujours à un moment donné des interactions et de voir, de revoir certains aspects et tout ça. Où est-ce que tu en es là-dessus? Quel résultat est-ce que tu as obtenu, etc. Mais ça, finalement, c'est une forme de contrôle aussi, parce que moi, dans mes responsabilités de manager ou de chef d'entreprise, j'ai cette responsabilité de voir, de m'assurer que les résultats sont bien là, ou même je suis garant des résultats pour pouvoir faire tourner le business et payer tout le monde. Et donc ici, dans le cycle d'autonomie, je leur dis, voilà, le cycle de l'autonomie, on commence toujours par la forme de dépendance. Et la personne, elle a besoin d'être prise en charge. Par contre, si on veut qu'elle arrive à l'autonomie, il faut quitter à un moment donné cette forme de dépendance. Même quelqu'un qui est senior dans son métier, quand il arrive dans un nouvel environnement, il est dépendant de ces nouveaux environnements parce qu'il ne connaît pas les us et coutumes, il ne connaît pas les processus. Et donc, c'est après de se dire, mais de toute façon, à un moment donné, il va passer par contre-dépendant. Donc, il va se mettre contre le système parce qu'il cherche sa place. Et donc, c'est important pour nous, de managers, de dire, OK, il est dans la confrontation. C'est pas qu'il ne veut plus mon contrôle, c'est qu'il veut pouvoir trouver par lui-même ses solutions, il veut trouver par lui-même certaines choses. Et puis alors, il va passer par l'indépendance, où là, alors, il va dire, moi, je n'ai plus besoin de tout le monde, je sais faire ma popote de mon côté, c'est bon comme ça. Mais seulement, alors, là vient le problème, c'est que, oui, mon travail en équipe, on a toujours besoin des autres à un moment donné. Et pas seulement quand nous, on a besoin des autres, les autres aussi ont besoin de nous pour pouvoir avancer. Et donc, c'est là qu'on arrive au dernier stade, c'est-à-dire de maturité, qui est l'interdépendance, savoir travailler justement avec tout le monde. Et souvent, quand je leur montre ça, ils me disent, mais moi, c'est vrai que je pêche là-bas, quoi. Je n'accepte pas, par exemple, les gens qui sont contre mes idées. Et donc, je garde le contrôle. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que quand ils remarquent que
qu'une personne n'arrive pas à passer d'un à l'autre, alors ils vont des fois laisser complètement aller ou alors ils vont reprendre tout, etc., quoi. Et donc, c'est ça la problématique. C'est pas trop, je trouve, de garder tout le temps le contrôle, c'est de savoir mais, comment on passe d'une étape à une autre et comment je peux aider mon collaborateur à passer d'une étape à une autre. Il y avait ça, il y avait autre chose que je voulais dire, c'était… oui, c'est ça. Des fois, il y a certains collaborateurs, ils veulent passer à l'étape du dessus, mais le manager a peur de le laisser. Ouais. Et donc, c'est la deuxième partie. Et là, alors, c'est… et donc, il a envie de faire certaines choses, et donc, le manager ne veut pas. Et donc, il a l'impression que la personne n'est pas autonome. Mais en vérité, c'est nous qui refusons son émancipation. Et donc, des fois, lorsqu'on va faire, c'est qu'on va resserrer le cadre, on va lui donner ce qu'il y a à faire et comment le faire, etc. On va être beaucoup plus directif, mais qu'en vérité, si on avait fait totalement le contraire, eh bien, on aurait vu la personne, justement, s'émanciper beaucoup plus et y aller au truc. Et donc, voilà ce que je peux en dire. Ouais, merci pour ça et je rebondis sur, en tout cas, plus dans mon expérience perso, combien le fait de faire confiance génère de l'autonomie et de la motivation. Je donne un exemple pratique parce que j'aime bien donner des pratiques. Je ne sais pas si tu auras envie de rebondir, mais par exemple, dans les personnes que j'ai recrutées dans les 6 derniers mois, il y a Sophie, notre community manager. Et ce que j'ai dit à Sophie, je lui répète, et je l'ai encore dit dernièrement, je dis, mais Sophie, elle a une sensibilité dans sa manière d'écrire absolument extraordinaire, qui me convient très bien. Je pense qu'elle peut écrire en mon nom. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Elle a bien compris visuellement, elle fait des choses vraiment très très belles que je ne saurais pas faire. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi, quel est l'enjeu si tu te trompes? Enfin, mon business ne va pas s'écrouler. Donc vas-y, c'est pas grave, tu peux te tromper. Et donc ce fameux droit à l'erreur, ça revient aussi au contrôle, hein, je vais dire, le droit à l'erreur, après, je vais dire, c'est juste d'entendre qu'à un moment ou un autre, peut-être que je lui ferai un feedback, à veiller aussi bien positif que dans quelque chose à adapter, te ferai un feedback et puis la Terre ne va pas arrêter de tourner parce qu'il y a un truc qui n'a pas été bien fait. Après, il y a des choses sur lesquelles je sais quand il y a un enjeu plus important où je veux vérifier. Et ils le savent, tu vois, mais c'est nommé. Ça m'a demandé moi aussi de prendre le temps de dire, OK, sur quoi je vais encore contrôler, je vais encore donner mon avis, à quel moment je veux le donner et puis à quel moment je le laisse faire des choses où parfois même je vais dire, waouh, c'est génial, merci. Mais parce que l'autorisation est là, quoi. Tu touches quelque chose au niveau du cycle d'autonomie, c'est-à-dire c'est pas la personne qui devient autonome et qui va vers l'interdépendance, c'est la compétence que la personne est en train d'utiliser. Et donc, c'est dans cette compétence-là de graphiste, dans cette compétence-là d'écriture, ok, elle est arrivée à son, je veux dire, elle est autonome, je dirais, dedans. Par contre, pour d'autres, il y a des choses où, voilà quoi, il y a encore peut-être une marge à faire ou peut-être quand plusieurs personnes travaillent dessus, l'équipe n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Et puis aussi, toi, tu as différentes casquettes dans ton entreprise. Tu es la dirigeante, mais des fois, tu es celle, ici, tu es l'intervieweuse, tu as différentes casquettes, et donc, suivant ces différentes casquettes, tu vas intervenir dans un projet ou dans un autre. Et donc, voilà, et donc des fois, c'est peut-être pas au niveau du contrôle, c'est au niveau parce que, finalement, j'ai mis cette casquette d'intervieweuse, et donc, je rentre dans le projet avec elle. Et donc, il y a aussi cette notion-là. Et donc, c'est vrai que aussi cette notion du droit à l'erreur, et un conseil que je peux donner, c'est montrer vos erreurs. Mais oui. Parce que c'est la première étape, c'est de montrer cette part de vulnérabilité que l'on a. Personne ne va l'utiliser contre vous. Justement, ça va être là, alors, on montre des grands signes de leadership, c'est-à-dire, mais moi aussi, je suis un être humain et aussi, il y a certaines choses que je ne sais pas faire et donc, je le revendique. Voilà, je n'ai plus honte, quoi, finalement. Et parfois, les erreurs, j'ai pas travaillé longtemps en entreprise, mais j'ai quand même un souvenir de mon premier manager, enfin le seul, les seuls. Un jour, j'ai travaillé au marketing, j'ai fait une erreur qui a coûté beaucoup d'argent à l'entreprise de bonne foi, etc. Je n'osais même pas rentrer, j'étais toute jeune, hein, j'avais pas 30 ans. Je n'osais même pas rentrer dans son bureau, je me faisais des scénarios en me disant je vais rembourser toute ma vie, enfin bref, ce qu'on peut se faire à cet âge-là quand on est en insécurité. Et je me rappelle, alors,
en intelligence émotionnelle, c'était peut-être pas la manière dont j'aurais aimé qu'il le formule, mais néanmoins, il m'a dit, Alsten, je sais que cette erreur-là, vous ne la referez plus jamais. Je viens d'investir en vous. J'espère que vous allez rester longtemps. Et ça, j'ai jamais oublié. Tu vois, mais quand tu dis c'était une somme assez importante, tu vois, voilà. Le truc a été récupéré à temps, donc il n'y avait pas de catastrophe en tant que telle, mais c'était une belle bourde qui a permis de vérifier de se rendre compte de ce qui ne fonctionnait pas dans le process de l'entreprise. Moi, j'ai vu que court-circuiter les choses, c'était pas du tout une bonne idée, et je retiens aujourd'hui. J'ai appris énormément. Je t'en parle encore. Hein, c'était il y a 25 ans, passé 25 ans, et je t'en parle encore aujourd'hui. Et ça, c'était un vrai cadeau. Et pour lui, comme il le disait, un vrai investissement. Donc, voilà, j'avais envie de pratiquement clôturer cette interview qui arrive effectivement tout doucement à son terme avec cet exemple-là. Avant de nous quitter, Karine, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux managers qui nous écoutent si tu avais un mot de la fin, des pistes ou que sais-je à leur dire? Qu'est-ce que ça serait? Ça serait en tous les cas de prendre confiance que vous êtes totalement légitime dans votre rôle parce qu'il n'y a pas d'études pour pouvoir faire du management et que c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique où vous pouvez également de toute façon être accompagné, mais c'est quelque chose qui se fait par la pratique et que vous allez évoluer de toute façon au fur et à mesure. Et donc c'est de regarder, et c'est ce que tu dis, le droit à l'erreur et de regarder finalement qu'est-ce que je fais bien et puis qu'est-ce qui serait finalement à améliorer, mais de peut-être aussi le questionner par rapport à votre équipe parce que peut-être que vous faites un monde de ce que vous devez améliorer, mais peut-être que l'équipe n'est pas aussi catastrophée que vous de toute façon par rapport à ça, et c'est d'oser finalement. Et une de mes clientes m'a dit tout à la fin, elle m'a dit, Karine, tu m'as appris à oser communiquer, à oser à parler de choses difficiles. Et donc, c'est ça, sortez des non-dits parce que ça gangrène les entreprises, les non-dits. Et donc, sortez de ça et commencez à oser faire des choses. Et donc, c'est en posant des questions. Magnifique, j'aime bien. En posant, commencer par écouter et poser des questions, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment la base des bases, et pas qu'en management. Dans des tas de moments de vie, je pense que c'est essentiel. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère. Hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel 6 clés pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!